Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, toutes nombres, toutes formes, bienvenue dans cette émission, le Club du Sénat de Guadeloupe. Alors, c'est le 2e numéro, on est super contents. Si vous nous rejoignez maintenant, surtout ne zappez pas, parce que ça va quand même pas mal bouger dans cette émission avec nos sénateurs et sénatrices présents sur le plateau. Et puis on a quand même une directrice de production vraiment hors pair aujourd'hui. On en parlera aussi dans quelques instants. Bougez pas, les maladresses de communication du gouvernement autour de la crise de la Covid-19, ça va être notre premier sujet. Et puis en deuxième partie d'émission, on parlera des violences faites aux femmes en raison de la Journée internationale de lutte contre ces violences. Et ça, c'était jeudi 26 novembre. Mais avant d'aller plus loin, il est important pour moi de présenter celles et ceux qui sont en plateau. Enfin, on va vous laisser vous présenter tout simplement. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour. Alors, faites de beaux sourires à la caméra, ça se passe comme ça. C'est important. Comment vous allez bien ? Ça va. On va très bien. Ouais, voilà, faites pas les timides. Bon, dans le Sénat, on n'est pas timide. Alors, faut pas changer l'attitude, bien au contraire. On est là pour partager avec les spectateurs. Alors, on a qui aujourd'hui ? Jean-Philippe Rangassami. Je pensais qu'on commençait par les femmes. Non, mais non, frère, là, attends. Non, Kai, tout le temps les femmes. Non, je rigole. D'ailleurs, on va. Non, je rigole. Non, effectivement, ça aurait pu être. Non, je dis là, c'est nous. D'accord. Jean-Philippe Rangassami, responsable de Radio Sofaya, yes. Et également donc chargé de communication. Oui, voilà. Et puis lanceur de bombes dans le Sénat. Ah oui. Je ne savais pas que j'avais cette image. Non. Mais voilà, parce qu'on ne voit jamais donc le retour, mais bon, ouais, mais je veux bien. Mais nous, on aime bien. Ça va bien. Non, mais puis on aime bien rigoler sur le Sénat. Jennifer Gala, bonjour. Bonjour. Alors, comment je peux dire ça ? Ancienne SOS ? Ouais, ancienne SOS repenti. Voilà. SOS repenti. Voilà, alors tu es avec notre chargée de production du jour. Absolument. Elle est toute calme là maintenant. Oui, maintenant, mais on était obligé de la prendre. Mais je pense qu'en fait, c'est la caméra. Voilà, là, elle se sent bien là. Voilà. Elle est polie. Elle est polie, voilà, très bien. Alors nous, ça ne nous pose pas de problème parce que dans le Sénat, on parle de tout. On est très famille, on est amis, on a les coups de gueule, on a les bonjours, on a les cafés, les gens. Donc ça se passe comme ça et pour nous, ça se passe bien. Donc bienvenue ma pupuce. Sens-toi à l'aise parmi nous. Si tu veux intervenir, non, c'est bien. D'accord. Ça t'arrange qu'elle reste comme ça. Pas de souci. Alors Philippe, bonjour. Bonjour. Alors Philippe est très connu en tant que batteur, saxophoniste, non, n'est-ce pas ? Bonjour Philippe. Alors, tu sais, le nombre de fois où on peut voir des bitans dans le journal. Ah oui, quelle magnifique prestation du trompettiste Philippe Sadikali. Ou du clarinettiste Sadikali. Trompette, on l'a mis en drôle de forme en 88. Ça bon. Non, saxophoniste. Voilà. Bonjour à la Guadeloupe. Et pas que. Bonjour à la Guadeloupe. Et puis Vanessa qui est avec nous. Bonjour Vanessa. Bonjour à tous. Voilà, présidente de région, c'est ça ? Non. Pas encore. Pas encore, non. Faut attention, parce que là, c'est un sujet qui devient un peu délicat. Ah oui, en ce je moment. préfère ne pas. Non. Tout le monde peut être un peu fragile et les gens, on rigole. Voilà, on rigole, je préfère le dire. Oui. On rigole, il n'y a pas de souci. Alors, donc, chef d'entreprise et directrice de cabinet. Exactement. Voilà. Alors, bienvenue parmi Merci nous. À toi. On est ici dans le Club du Sénat. Les gens, pour commencer cette émission, je vais vous demander à chacun si vous aviez un petit coucou ou quelqu'un du Sénat à honorer, allez, un nom ou deux noms, comme ça, rapidement, ce serait qui ? Ça va être déjà donc Samuel, notre président, et également Florence Napri. Florence, ah oui. Alors, mais lis Florence, elle dort pas, parce que décalage horaire là parfois, on a l'impression que ça va ni coïncidence parce qu'elle est hyper connectée. Je crois. Voilà, donc et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On lui fait de très très gros bisous. Vanessa, si tu avais quelqu'un à saluer. Janie, hein. Vous savez, oui, Janie, en ce moment, elle passe des moments un peu difficiles, et puis un petit coucou. Notre chère et puis Samuel, bien sûr, pour son initiative du Sénat. Absolument. Franchement, c'est une très belle initiative. Absolument. Jennifer, toi, si tu avais quelqu'un à saluer. Alors, évidemment, Samuel, puisque je salue l'initiative. Et puis, quand j'ai pris connaissance de l'existence de ce groupe par le biais de mon compagnon, j'ai été ravie de l'intégrer, même si j'ai eu ma petite phase SOS. Mais c'est vrai que... Qui se comprend ? On ne va pas sortir tous les dossiers, mais tu avais des raisons justes et légitimes. On va peut-être expliquer aux téléspectateurs ce qu'est SOS, parce que si dit comme ça fait un petit peu... Exactement. Alors, les SOS, ces fameuses personnes, ces fameux sénateurs, ces sénatrices qui sont dans ce groupe des personnes discrètes. Alors, j'ai trouvé des mots, tu sais. Voilà, ce sont des sénateurs discrets dans le groupe qui voient ce qui se passe, qui n'interviennent
pas toujours. Les bombes. Voilà. Alors l'acronyme sénateur, observateur et silencieux. Voilà. Ouais. Moi, je me marre parce que vraiment, on s'éclate vraiment sur le Sénat avec ces sénateurs silencieux. Tu aurais à saluer, donc qui? À Samuel, tu as dit? Samuel, et puis je remercie aussi mon compagnon d'avoir fait le lien pour que je puisse intégrer ce groupe. Et puis un petit clin d'œil aussi à Firmin Richard, que j'apprécie beaucoup, que j'admire beaucoup. Et donc quand j'ai vu qu'elle faisait partie de ce groupe, j'étais honorée d'être dans le même groupe. Ah ouais, voilà. Cette grande dame, entre autres, parmi les nombreuses personnes honorables qu'il y a dans ce groupe. C'est clair. Vraiment, c'est clair. J'abonde dans ton sens. Il y a Christine Kelly aussi. Qu'on aime bien. Oui, Christine, coucou. Zemmour, donc. Un peu SOS parfois, n'est-ce pas, Christine? Mais on t'aime, tu sais, Christine. Il faut que tu le saches. Ce sont les débuts. Ce sont les débuts. Elle vient de. Oui, ce sont les débuts. Il faut lui laisser le temps de s'acclimater. Il n'y a aucun souci. Philippe, si tu avais quelqu'un à saluer, honorer aujourd'hui? Bien, je vois que déjà c'était très protocolaire. Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, en vos grades et qualités. Donc, secrétaire du Sénat, en vos grades et qualités. Non, c'est vrai. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup pensé à Janie aussi à ces moments-là. Et aussi, bien comme Jennifer, Firmin Richard, à qui je pense, alors c'est le décalage horaire, ceux qui sont dans le jet lag du Sénat, la zone un peu jet laguée là. Exactement. Mais il n'y a pas qu'à laguer, c'est ça qui est. Exactement. Non, yola. Moi, si j'avais à saluer quelqu'un, ce serait Karine Gatipelza, qui est une super pote, qui est très présente aussi dans le Sénat. Ah, oui. Et j'aime bien parce qu'elle nous envoie des bombes de temps en temps aussi, mais avec beaucoup de légèreté, beaucoup de sourire. Et quand voyons Bidé, il va dire allez, un petit café. Je me sens moins seul quand Karine. Oui. Voilà, tout de suite. Allez les amis, c'est parti, puisqu'on a vraiment très peu de temps, mais il nous faut avancer sur deux sujets importants. Alors, depuis le début de la crise liée à la Covid-19, il y a un détail, et non des moindres, qui a été relevé chez les professionnels de la communication et comme au sein de la population même, les nombreuses maladresses du gouvernement quant à la com autour de cette crise sanitaire. Alors, pas de stigmatisation de Sibeth Ndiaye, je vous sais assez taquin ici. Elle nous a beaucoup fait sourire. Ceci étant dit, cela a généré énormément de confusion. Et puis de doute, de scepticisme parfois chez les Français. Du coup, on voit renaître sur la toile de nombreuses théories, des croisements d'infos qui attisent la fameuse théorie du complot. Et puis ce n'est pas le documentaire Hold Up qui sera là pour venir arranger les choses, vous le savez très bien. Alors, les Français, entre peur et incompréhension, ont parfois le sentiment d'être manipulés. Première question, vous, chers sénateurs, chères sénatrices, est-ce que vous vous sentez manipulés en quelque part par ces organisations dites secrètes et par le gouvernement? Il y a un truc un petit peu, tu sais, on fait un espèce de teaser un peu à la Netflix. Alors, est-ce que vous vous sentez manipulé? Personnellement, non. Pourquoi? Parce que dès que j'ai une information, j'ai comme réflexe d'aller chercher d'autres sources, pour pouvoir mieux faire mon point de vue. Mais c'est vrai que c'est très facile sur les réseaux. Surtout, on aime bien partager. Dès qu'on a un truc, on partage sans jamais chercher la source, etc. Et j'aime bien, et ça c'est valable aussi pour les journaux, savoir qui c'est qui derrière. Quel parti politique, qui a lancé l'info. Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un de crédible ou pas? Voilà, je me fie rarement avoir. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Manipulé, Jennifer? Non, je dirais pas manipuler, puisque de la même façon, j'essaie de croiser les informations, les sources d'informations pour me faire ma propre opinion. Et puis après, il est vrai qu'il y a eu des maladresses de communication qui nous font douter sur la sincérité des choses qui sont dites, mais on est face à une crise sans précédent, qu'on ne pouvait pas prévoir, donc il est normal. Et étant aussi dans mon métier, dans le secteur de la communication, je sais que parfois, quand on doit faire face à des situations qui n'étaient pas prévues, on fait des impairs, on commet des maladresses, et puis parfois on perd en crédibilité, et c'est pas évident de rattraper tout ça. Donc avec les choses qui s'ajoutent, les documentaires, etc. Moi, je l'ai regardé, ce documentaire, avec beaucoup d'attention.
sans préjugés, j'ai entendu et après on croise des informations, on se fait son point de vue et puis on avance avec ça et puis je pense que tout le monde compose un petit peu avec différents éléments mais je fais pas partie de ceux qui vont tomber d'un côté ou de l'autre, que ce soit de gober toutes les informations que j'entends aux informations ou alors de tomber dans la théorie du complot. J'essaie de mixer. Un juste équilibre. Voilà. Vanessa et Philippe, même sentiment pour vous aussi? Ou vous êtes carrément complotiste? Il faut le dire. Non, pas du tout. En fait, on ne vous jugera pas ici. Non, du tout. En fait, je pense qu'il y a eu plutôt une maladresse au niveau des décisions qui ont été prises. La chose qui m'a beaucoup choquée, c'était au niveau du port du masque. Au tout début, c'était vraiment presque interdit. Il ne fallait pas qu'on porte le masque. Il fallait laisser aux soignants justement cet usage. Et puis, sachant que dans d'autres pays, les gens portaient le masque. Et puis, d'un coup, quelques mois après, lorsqu'il y a eu le stock, on a eu l'impression que voilà, maintenant c'est obligatoire et sinon on a une amende si on ne porte pas le masque. Donc là, on peut avoir l'impression d'être manipulé. C'est-à-dire, quand on veut, on fait ça. Et puis c'est vrai que, voilà, après, je ne sais pas si c'est une maladresse de communication ou de décision, mais moi, ou de stratégie. De stratégie, voilà, exactement. Ouais, je pense que c'est plutôt de la stratégie, parce que dire quand on n'a pas ce qu'il faut sans créer la panique, des émeutes, un mouvement de panique, etc. Ouais. Donc ils ont essayé de jongler avec ça, c'est évident, quoi. Alors pour autant, est-ce que vous comprenez le sentiment des Français? Parce que certains se sentent carrément perdus. Ce qu'il y a, c'est vrai que, oui, effectivement, comme disait Jennifer, c'est sans précédent, c'est inédit et personne n'a eu à gérer à ce point une pandémie. On sait que de notre vécu, je dirais, d'Ilien, d'insulaire, de français de loin, que évidemment, beaucoup de choses ont été faites, ont été mal faites nous concernant, donc on peut juger de l'action d'un gouvernement ou d'une administration pour ce qui nous concerne quand on sait de quoi on parle, en fait. Parce que nous, en tant que Guadeloupéens, on peut se dire, bon voilà, quand même, ce qui a été dit sur nous, ce qui a été décidé pour nous, des fois, était complètement à côté. Ça, on peut juger. Après, des fois, on a le sentiment que la population aussi, elle est un peu comme durant la Coupe du Monde, tu sais. On se faire des films? Non, c'est-à-dire que là, de seul coup, il y a 70 millions de sélectionneurs de l'équipe de France. Ouais. Chacun son avis, mais comme il s'est fait là, c'est pas bon, etc. Donc il y a ça aussi. On est tous devenus des spécialistes. Voilà. Ouais. Et en troisième lieu, on demande aussi un peu beaucoup à une démarche de communication. C'est-à-dire que là, on doit informer. Il y a également de la stratégie politique. Il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que sur un seul service, une ligne de communication, c'est beaucoup trop chargé, quoi. Et en même temps, il y a également aussi des choses qu'on ne veut pas dire, etc. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup. Mais en même temps, la question est toujours la même. Aurait-on fait mieux si on était à leur place? Oui, mais alors, parallèlement, les amis, je suis désolé de vous le dire, mais si on fait une comparaison entre la stratégie de com et la stratégie tout court, par exemple, chez nos voisins allemands, et la stratégie française, est-ce que justement ce qui se passe dans certains autres pays européens ne discrédite peut-être pas ce qui se passe aussi chez nous? Et puis parallèlement, il faut le dire, alors je me permets humblement, mais je me permets de donner un peu mon avis, mais il y a un truc qui m'horripile quand même, c'est que parfois on s'adresse vraiment à nous comme des gamins, quoi. Donc du coup, ça peut générer un peu un sentiment d'infantilisation et puis donc du coup de manipulation. Certains Français pensent comme ça. Est-ce que vous pensez que ça peut être justifié parfois qu'ils aient ce sentiment? C'est ça oui, ça peut être justifié, mais je pense aussi qu'il est un peu tôt pour tirer des conclusions, en tout cas dresser un bilan de est-ce qu'on a bien fait, est-ce qu'on peut comparer si les voisins ont bien fait, puisqu'on est encore finalement au cœur de cette crise. Et il est vrai que quand on compare avec les voisins, ou moins proches d'ailleurs, puisque moi j'étais récemment sur les réseaux sociaux et je me dis mais c'est incroyable, j'ai énormément d'amis que je vois partir à Dubaï. Et on a l'impression qu'à Dubaï il n'y a pas de crise. C'est-à-dire qu'ils font la fête, ils sont pas masqués, et je me dis mais c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il y a quoi, un nuage au-dessus de Dubaï qui les protège du coronavirus, ils sont capables de faire ça, remarque, on sait pas. Mais voilà, c'est vrai qu'on se pose des questions, mais alors on pourra effectivement dresser un bilan dans 6 mois, 1 an, pour se dire est-ce qu'ils vont pas eux se taper une vague dans quelques mois après avoir fait ça. Donc, alors selon vous, qu'aurait-il fallu mettre en place pour mieux communiquer, enfin si vous étiez membre du staff de communication du gouvernement, est-ce que vous pensez que dans ce genre de contexte on peut toujours jouer la carte de la transparence, surtout en moment de crise, quoi? C'est peut-être pas toujours évident pour les communicants du gouvernement.
je pense que dès le départ, les scientifiques et les spécialistes ont donné leur point de vue. Et de point de vue unanime, ce qui semblait être la meilleure idée. Mia est d'accord. Oui, Mia est d'accord. La meilleure idée scientifiquement, c'était le dépistage de masse. Ouais. Voilà. Ça, c'était. Évidemment, il y a un truc qui court. C'est d'ailleurs ce qui, par rapport aux autres maladies, notamment les IST, etc., c'est le dépistage de masse qui est le plus probant. Dépistage des eaux usées également des bâtiments publics. Mais cette idée-là, elle avait l'air très bonne du point de vue de la performance du dépistage et statistique, mais est-ce que politiquement, c'était applicable ? Ouais. Est-ce qu'on était possible ? Est-ce que la France a les moyens de prendre à bras le corps 70 millions d'habitants, presque 70 millions, pour les dépister, etc. Et moi, ce que je pense aussi qui est important aussi, c'est que la maladie affecte une quantité infinitésimale de la population, en tout cas gravement. Mais cette population, elle grandit et nous y sommes très attachés, ce sont les seniors, les personnes âgées. Ouais. Et tout à l'heure, effectivement, quand on parlait d'autres endroits comme le Moyen-Orient, etc., ils sont moins touchés parce qu'ils sont quand même beaucoup moins de seniors. Donc, ce sont des populations jeunes qui sont beaucoup moins affectées. Donc, nous, c'est vrai qu'on avait ce souci le gouvernement, je comprends, a ce souci parce qu'on ne peut pas dire qu'on les laisse mourir, c'est pas possible. Ah non, mais franchement, c'est une idée... C'est l'autre bout de la chaîne. Alors, certains l'ont dit, sur certains plateaux télé, on a eu plusieurs intervenants qui se sont permis de dire que, bon, à un moment donné, il faut prendre des décisions, il faut faire le tri, et c'est un peu risqué. Alors, les amis, sans froisser quiconque dans le paysage politique local, avançons un petit peu. Est-ce que vous pensez maintenant, dans le pays Guadeloupe, que nos politiques ont bien géré leur com autour de la gestion de la crise? Mais ils n'ont pas communiqué. À quel moment ils ont communiqué? Il fallait communiquer. Voilà, quand on a été confinés. J'ai entendu l'ARS, mais bon, après. Tout en sachant que c'est quand même tombé pour nous en pleine période d'entre-deux tout, comme partout en France. Mais on ne savait pas toujours est-ce que ce qui était mis en place était un peu de la com politique en faveur du deuxième tour, ou est-ce que c'était de la com pour des décisions de santé publique? Est-ce que vous pensez globalement on n'offusque aucun politique et tous les politiques du Sénat, on vous salue, on vous aime, mais ils sont tous sur le Sénat. Voilà, on vous a compris. Voilà, il faut le savoir. Maintenant, est-ce que vous pensez que globalement, sans parti pris, est-ce que vous pensez qu'ils ont quand même bien géré leur communication durant cette période de crise? Chacun a géré sa com. Voilà, donc son image, sa com, donc voilà. Donc, mais lorsqu'on regarde sur le plan effectivement départemental, on a entendu que l'ARS, donc et après donc les politiques peuvent passer derrière pour relier donc l'information, mais à part Domota, donc qui vient à contre-courant, donc voilà. Mais je veux dire, il n'y a pas eu véritablement donc concernant les Guadeloupéens de communication au niveau des politiques. Donc chacun gérait donc ça comme. Sauf vouloir attiser le système, n'oubliez pas qu'il y a eu pas mal de conflits entre les décisions de l'ARS, les décisions de nos politiques, que certains Guadeloupéens disaient que où sont nos politiques justement pour prendre en main le pays, alors que voilà, l'ARS fait aussi son boulot. On a parfois l'impression d'être un peu en tout cas, à gauche et à droite en même temps. Est-ce qu'ils avaient vraiment une véritable marge de manœuvre sur ce sujet pour parler, pour agir sans s'attirer les foudres aussi du gouvernement? En tous les cas, c'est compliqué encore. C'était soit soit ils se félicitaient, soit ils étaient choqués, c'est ça. Soit ils s'offusquaient. Mais en tous les cas, quel que soit ce qu'ils disaient, au moins ils restaient vigilants. Nous restons vigilants. Oui, c'est sûr. C'est pour ça qu'on prenait un petit papier. Des éléments de langage bien ficelés. Le même papier, hop, on efface. Tu sais, sur Word, tu effaces le tout, tu as la même fin. Mais nous restons vigilants quant au développement. Tout le monde, la vigilance. Nous allions nous envoie nous vigilants là, mais bon. Ou surtout qu'on est habitué aux vigilances. On est vigilants. Pour plusieurs sujets. Je pense qu'en fait, comme disait Philippe, c'est une situation inédite. Et donc, j'ai l'impression qu'ils attendaient plus le retour du national. Et puis vraiment, au moment où ils se sont vraiment manifestés, je pense que c'était plus au niveau de Marie-Galante, lorsqu'ils ont vraiment voulu ouvrir les frontières entre guillemets à Marie-Galante, certains élus marie-galantais ont vraiment affirmé leur position.
mais moi, j'ai pas senti d'autres affirmations. Il y a eu plus le maire fortes. des Abîmes aussi qui a... Absolument. Oui, aussi. Monsieur Jalton, oui, aussi, effectivement. Alors les amis, pour être pratique, voilà, parce que dans cette émission on veut bien aussi partager avec les auditeurs et les téléspectateurs quelques pistes pratiques. Quel serait pour vous, quel conseil, en toute humilité, pourriez-vous donner à celles et ceux qui nous regardent pour pouvoir réussir à déceler le faux du vrai dans l'information? Quel réflexe qu'on doit avoir en fait, selon vous? Ok, super. Alors, nous allons passer à. Non, mais il y a des outils qui existent. D'ailleurs, le gouvernement a mis en place un site internet et puis il y a plusieurs outils qui permettent Le gouvernement. Amir. Voilà. S'il n'y a pas vraiment confiance, c'est vrai que c'est un peu compliqué de se dire d'aller voir. Ouais, c'est vrai. Bon, sinon, en tout cas, moi, ce que je peux suggérer déjà, c'est, comme vous l'avez dit d'ailleurs en début d'émission, premièrement, mener une réelle analyse en croisant déjà les sources des informations. Parce que c'est quand même le premier réflexe qu'on devrait avoir. Les réseaux sociaux nous poussent à boire et à consommer de l'information à longueur de journée, mais ne nous incitent pas forcément à vérifier les sources. L'un des premiers réflexes que l'on pourrait avoir, c'est peut-être aller chercher la source, quoi. Et puis sur le net, il y a énormément de sites indépendants qui permettent de croiser les infos, de vérifier si info, intox, parce qu'il y a énormément de manipulation d'images, de vidéos surtout. Surtout aujourd'hui, nous sommes tous des journalistes, donc avec effectivement. C'est-à-dire que en fait, c'est dangereux. Cela procède un peu d'un comportement qu'il fallait déjà avoir durant le confinement, c'est-à-dire d'abord essayer de se dépolluer déjà l'esprit. Exit tout ce qui est streaming, les infos en continu toute la journée, parce que là ça nous sature en fait. Et on est dans un principe effectivement de saturation de l'espace. Ouais. Et du coup, ça empêche en quelque part, ça bloque l'esprit critique. Donc si tu regardes des infos, tu vois, à 13h, tu regardes un peu, mais toute la journée, regarder. Se gaver de... Tous les, alors chaque fois qu'il y a un... Avec son lot d'ondes négatives. Voilà, d'ondes négatives. Et effectivement, ça c'est la première chose. C'est, je dirais, un côté assainir notre esprit critique, notre intellect, déjà. Parce que c'était quand même très anxiogène, finalement. Et on est perméable à beaucoup de choses. Et malheureusement, cela ouvre d'autant plus notre faculté de suggestion. Alors, on te dit juste... tu sais, il y a eu 3 morts au sein en plus, hein. Waouh. Tu vois. Et là, tu sais, on n'a même pas quoi te dire. On ne sait même pas quoi te dire pour que tu puisses penser ce qu'il faut, etc. Mais alors, est-ce qu'on fait une confiance aveugle aux médias dits mainstream, en fait, les médias dominants? Est-ce qu'on doit leur faire une confiance aveugle? Non, mais les éléments de langage sont beaucoup trop... Aujourd'hui, on apprend même ça aux étudiants, aux plus jeunes. Hein. C'est beaucoup trop pervers maintenant. Juste une petite anecdote rapide. Durant la campagne présidentielle, donc Hollande contre Sarkozy, le président Hollande, qui était candidat, il dit, bon, moi président, vous pouvez rappeler tous les aphorismes. Alors il dit, moi président, je ferai baisser le prix de l'essence. Derrière, c'était pas durant le débat, c'était durant la campagne, et derrière, M. Sarkozy dit, ah oui, vous croyez que M. Hollande, avec son petit costume, il a la capacité de faire baisser les prix du pétrole, etc. C'est n'importe quoi, on n'a même pas de pétrole chez nous. Vous voyez là, le glissement de langage, Hollande a parlé de l'essence, mais pas du pétrole. Qui est la matière première. L'essence, c'est autre chose. C'est un produit. C'est un produit dérivé. Donc voilà. Alors, non, mais c'est impossible. Au bout d'un moment, sur une journée. Si on se gave de toutes ces informations, on s'en sort pas. On est trompé, on est bloqué, on est complètement. Alors, 2 définitions quand même qui sont intéressantes pour que nos téléspectateurs soient à l'aise avec la question. Déjà, le doute, état d'esprit qui est incertain de la réalité d'un fait, de la vérité de parole, de la conduite adoptée dans une circonstance. Donc on parle bien du doute. Et puis le complot, qui est un projet concerté secrètement afin de nuire. Donc c'est vrai que quand on entend tout le monde parler de théorie du complot d'un côté, alors que beaucoup de gens sont plongés dans le doute, on se dit qu'il serait peut-être intéressant de trouver un juste équilibre entre les deux, parce que là où ça devient dangereux, c'est quand nos incertitudes et quand nos doutes deviennent des certitudes. Là, ça commence à devenir un peu dangereux. C'est un peu ce que certains médias nous poussent à faire, soyons honnêtes. N'est-ce pas? Travailler sur la peur, sur la haine, sur les choses qui nous instillent. On croit que la haine, c'est un problème psychologique, ou la peur, non, c'est toi, avec des problèmes psychologiques, ton enfance, tes traumas. Non, la société, elle est basée sur, je dirais, en gros, sur
trois notions. Vous avez les structures, vous avez les pratiques sociales et vous avez le discours. Et le discours, il nous influence beaucoup. Et donc, ça nous apprend à... Mais quand même, les complots existent. Hein. Ah oui, non, mais j'en doute pas. Alors justement, parlant de complot, le Sénat, le club, le Sénat de Guadeloupe, ne serait-ce pas un projet complotiste? C'est impossible. On a de quoi se poser des questions. Non, pour être très honnête, dans le Sénat, dès qu'il y a une information, c'est vrai qu'on vient tellement de divers horizons que dès qu'une info arrive, on peut avoir des avis qui viennent de... Alors c'est pour ça que j'aime bien... Et ce qui veut dire que si moi je suis plongé dans le doute sur un sujet, du coup, j'arrive facilement à être éclairé, mine de rien. Parce qu'on a vous voyez pourquoi je poste des trucs, c'est pour être éclairé, pas pour... Voilà, pour être éclairé. Bon, allez, les amis, c'est très très bien. Alors, continuons en tout cas à être éclairés. Chers téléspectateurs, ce qu'on vous invite à faire surtout, c'est de faire très attention à ce qui circule comme information. Et puis, prenez le temps de vous faire une bonne opinion, allez chercher la source des informations. C'est peut-être l'essentiel de ce que l'on peut dire. Pour cette première partie d'émission, on va marquer une pause pour laisser place à la pub. On se retrouve dans quelques instants. Surtout, ne bougez pas, à tout à l'heure. Nous voilà de retour dans cette émission, le Club du Sénat. Merci d'être avec nous. Si vous arrivez tout juste maintenant, ça y est, on va partir dans l'analyse d'un deuxième sujet, et non des moindres. Alors, bon, j'essaie de prendre des gants pour pouvoir amorcer ce sujet. Je tiens à vous dire que... Pas des gants de boxe, hein. Ouais, parce que... J'ai senti que c'était un peu limité. C'est ce qui me fait un peu peur, en fait. C'est ce qui me fait un peu peur, puisqu'en fait, je vous dis tout de suite, on arrive dans la paix, dans l'amour, dans le partage, chers amis. Violences faites aux femmes. Alors, une journée internationale contre les violences faites aux femmes, particulièrement cette année, une année un peu particulière, hein, parce que cette journée est marquée en même temps par la crise sanitaire. Flambée des viols au Nigeria ou en Afrique du Sud, hausse des disparitions de femmes au Pérou, augmentation des féminicides au Brésil ou au Mexique, et puis les associations qui sont complètement débordées en Europe. La crise sanitaire a mis partout en lumière le fléau des violences sexistes et sexuelles. Alors la Guadeloupe n'est pas épargnée, bien entendu, parce qu'il y a donc un véritable phénomène de société. Les amis, si vous me permettez, dès le lancement de ce sujet, c'est intéressant, d'ailleurs on va l'afficher à l'écran, le 3919. C'est intéressant de rappeler ce numéro de téléphone, parce que si vous êtes victime ou témoin de violence, ayez ce réflexe. Je pense que Cédric sera en mesure de nous afficher ce numéro de téléphone, le 3919. Il faut qu'on le répète, qu'on le rabâche, le 3919. Si vous êtes témoin d'une situation difficile ou si vous vivez une situation difficile, il faut avoir ce réflexe. Et puis pour des informations comme ça, sachez que le gouvernement a mis en place un site internet qui s'appelle arrêtons les violences.gouv.fr. Donc un site qui est vraiment très très bien réalisé, qui donne un certain nombre d'informations très intéressantes pour pouvoir nous aider à combattre ce fléau. Alors, le ton est grave, mais on va essayer de garder le sourire quand même. Moi, il y a un gars qui m'a dit que sa femme avait disparu. Je pense que c'est sa faute. Voilà, ça commence à jaser. Alors, les gens, on va en parler très très franchement. Il faut qu'on soit honnête. Ça va devenir de plus en plus difficile. On a l'impression que le quotidien est rythmé par ce genre d'informations compliquées. D'emblée, comment vous réagissez-vous aujourd'hui par rapport à ce phénomène de société ? Par rapport à ces violences, il ne se passe pas un jour sans qu'on ait affaire à des faits divers relatifs à la violence conjugale ou les violences tout court. Effectivement, je pense que déjà cette année, comme tu le disais, Peggy, c'est une année très particulière, 2020, donc le confinement, donc l'accroissement de ce genre de violence. Mais je pense aussi que nous devons réagir, c'est-à-dire comme tu disais, quand on est victime, qu'on soit victime ou témoin de quelque chose, dénoncer. Je pense que plus on va dénoncer, plus on va être conscient de ce genre de choses, et on ne va pas mettre ces actions-là, ça à la légère, on ne va pas les prendre à la légère. Plus on pourra, en fait, je pense, diminuer ces actes, en fait. Puisque si on sait qu'on est... si cette personne sait qu'elle pourrait être dénoncée ou qu'elle pourrait avoir des sanctions, je pense que ça pourrait aussi éviter de passer à l'acte. Qu'est-ce qui fait que les gens, aujourd'hui, n'osent
pas vraiment aller au bout de la démarche. On sait que sur 100% des personnes qui sont victimes, on a 11% à peu près qui portent plainte et un petit peu moins qui vont jusqu'au bout de la démarche. Qu'est-ce qui, selon vous, freine cette démarche d'aller au bout des choses? L'amour. La conscience aussi. Parfois, certaines femmes ou certains hommes n'ont pas conscience de ce qui se passe, de la gravité de ce qui se passe. Ils rentrent dans une certaine normalité qui n'est pas du tout. Et en fait, il faut que des actions comme celles qui sont menées par les associations, par les sites d'information, etc., permettent à ces femmes et à ces hommes de prendre conscience que la situation qu'ils vivent n'est pas normale. Il y a cette première étape déjà à passer. Et puis une fois qu'ils ont réussi à prendre conscience, effectivement, il y a des freins tels que l'amour, la peur, la peur du regard des autres, la peur de son compagnon, la honte d'avoir accepté toutes ces choses. Et puis, il y a tellement de freins, et puis je pense qu'on pourrait même pas tous les citer. Ça, c'est vrai qu'on est déjà dans le vis-à-vis. C'est-à-dire que dans le vis-à-vis social, comme tu dis, là, on a la honte, on a la conscience, tout ça. Mais malheureusement, lorsque les coups arrivent, on est déjà à la fin, en fait, à la fin du processus de mise sous cape et d'emprise. Et puisque ça commence d'abord par le discours et par les pratiques autour, le comportement, les comportements internes, comportements conjugaux, et malheureusement des fois, c'est un peu ce qu'on appellerait ironiquement, mais inversement ironiquement, the perfect match, c'est-à-dire que malheureusement aussi des fois dans les familles, dans le background de l'un ou de l'autre, l'agresseur ou la victime, il y a également déjà des fragilités, etc. Donc c'est une espèce de chaîne qui est un peu... Bon. Mais ça, au bout d'un moment, effectivement, et effectivement, on avait échangé une fois avec des gendarmes sur Saint-François, et ils disaient qu'effectivement, eux, en moyenne, ils ramènent la victime chez son agresseur 6-7 fois. Avant un déménagement définitif, eux-mêmes, ils font les déménageurs. Ils aident à déménager, et des fois, ils ramènent aussi. Alors, mais c'est parce qu'encore une fois, c'est déjà tard. Mais ça reste encore un sujet tabou aujourd'hui. Si on parle du pays Guadeloupe, et pas que d'ailleurs, ça reste encore un sujet tabou. Alors j'ai envie de dire, aujourd'hui, on parle de fléau actuel. Bon, c'est parce que on communique beaucoup plus dessus, donc voilà, donc il y a les médias, il y a des associations qui se sont montées, donc voilà, mais c'est un phénomène qui a toujours existé depuis des années. Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus, et comme disait, donc voilà, donc c'est souvent sur médiatisation du c'est ça, donc j'ai envie de dire heureusement, ça permet aussi à d'autres femmes de réagir, donc mais il faut savoir que parfois l'agresseur c'est un vicieux, un manipulateur, etc. Il trouve sa bonne victime, il trouve les victimes, ça rappelle l'histoire de Weinstein, c'était ça, c'est que tous celles qui ont beaucoup de femmes qui ont réussi à témoigner, et également pas Weinstein, il y en avait un deuxième aussi, j'oublie son nom, qui s'est suicidé en prison, là, j'oublie son nom. Et un Américain, ou producteur des États-Unis aussi, et le profil était très souvent typique, ces jeunes femmes parlaient de leur fragilité antécédente, et donc comme s'il avait une espèce de radar pour détecter la bonne victime, les faiblesses. Donc c'est assez. Moi, j'aimerais quand même dire un truc par rapport à ça. Là, on est effectivement dans la sphère de l'intime, de la famille, et voir parfois du couple. Des fois, les parents ou les proches ne sont pas au courant, des fois, parce qu'il y a des coups, il peut y avoir des esclances, mais ça peut être aussi d'autres choses. Excusez-moi, la société elle-même donne l'exemple, et le mauvais exemple. Combien de femmes élues, d'ailleurs, nos collègues élus du Sénat de Guadeloupe dans les chambres parlementaires en France, ou même dans les mairies ici, pour en parler. Le sexisme, à une époque, on parlait du sexisme quotidien. J'espère que ça va mieux, mais ça n'a pas disparu. Y compris à l'Assemblée nationale. Quand on regarde un peu les débats, on se rend compte que très très souvent, dans les échanges, il y a des propos. Il ne faut pas qu'on ait la langue de bois. Il y a des propos qui sont sexistes, et ça semble malheureusement naturel. C'est un peu effrayant. Il y a un exemple également que j'aimerais rappeler, qui est un peu ancien pour les plus jeunes d'entre nous. N'est-ce pas? Et non, mais à rappeler aux plus jeunes, n'ont pas vu ça. Je parle parce qu'on était également dans une espèce d'actualité autour des caricatures, de la satire, etc. Je ne sais pas si je vous rappelle le Bébé Show.
Vous vous rappelez, Ouais. Bébé de Show. Oui. Bon, Jennifer, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que... Attention, pas d'attitude sexiste Ouais. Non, sur mais ce bon. plateau. Il parle de l'âge. Elle est quand même la première à parler Et de là- Dantbox. Hein. Attention. Moi, à ta place, je Non, me respecterais pas. on quoi. parle de l'âge. Là, Mais c'est là, vrai Philippe que- va parler de Peggy. Non, même pas. Peggy encore, ça va. Est-ce que vous vous rappelez de la caricature Eh les gars, de la... déjà, c'était pas Peggy. Je tiens. Non, parce que je profite de ce plateau. Alors, non, là, Non, on m'a c'est avec tendu deux le G, perche. c'est avec deux G. Je profite de ce plateau pour pouvoir remettre les choses comme il faut dans le contexte. Non, le personnage n'était pas Peggy, mais Piggy. Il y a Ah, toute Piggy. une différence. Ah, oui, oui, Bon, moi, je me suis quand même Mais- traîné du Peggy la cochonne pendant quelques années à l'école. Je l'ai très mal vécu, sincèrement. Non, c'est vrai, c'était le personnage. C'est il y Peggy avait- ou la il y avait cochonne que tu plusieurs- m'as vécu? Tu vois, vraiment, ça c'est vraiment l'esprit du Sénat. Tu vois sa question? Ah oui, Peggy ou la cochonne que j'ai mal vécu? Bon, allez. Non, c'est vrai, je disais, alors c'était l'exemple du Premier ministre à l'époque, Edith Cresson, qui est pas assez longtemps. Oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez comment elle était dépeinte. Évidemment, il y avait le machin en la grenouille, le président Mitterrand en grenouille, Ouais. bon, c'est Ouais. flatteur, ce qu'on veut, ok, c'est la caricature. Mais excusez-moi, elle s'appelait Amabot. Et elle était toujours couchée comme une espèce de carpet de tapis Ah, de cheminée, oui, là, oui, au pied effectivement. de tous les hommes, c'est-à-dire la Ouais. grenouille, Bérégovoy, je ne sais pas en quoi il était, Pasqua en gendarme et compagnie. Mais elle s'appelait Amabot, excusez-moi. Et c'est moi, bon, après on nous dit quand on choque les musulmans et compagnie, ah oui, mais on a le droit, etc. C'est la satire. Excusez-moi, là c'était extrêmement violent et intimement, c'est fort. Oui, mais, Et mais donc- ce qui me fait paniquer un peu, Philippe, par rapport à tes propos, c'est Oui. que je me dis, ça c'est once upon a time, il fut un temps. Aujourd'hui, quand même, on a affaire à une génération. Eh bien non. On aurait tendance à se dire ça, on a une génération, ils ont accès à énormément d'informations, démocratisation de l'information, accès grâce aux réseaux sociaux, une autre vision des choses. Non, Comment parce on qu'on arrive à regarde- expliquer en fait Oui, mais c'est que- qu'on parle qu'encore exemple. aujourd'hui, en 2020, avec cette nouvelle génération, ben, mine de rien, le phénomène ne change pas? On a deux exemples. Qu'est-ce qu'on a mal fait? Il y a l'exemple de Madame Taubira en guenon, l'exemple de Obono en esclave. Ça n'arrive pas à des hommes, ça. Ça arrive aux femmes. Donc en fait, au-delà, on parle de la caricature, ok. On parle de la satire, de l'humour, ok. On parle du droit, de tout ce qu'on veut. Mais en vérité, si vous regardez les victimes, c'est pas des hommes. Donc, au bout d'un moment, ça crée une espèce de spectre dans le discours, la manière dont on traite la femme dans l'espace public. Et là, on parle de très très haut. C'est de la grande presse, c'est la télévision, c'était sur TF1, etc. À l'époque, le bébé de show, ça continue les blagues et compagnie. Donc, on a beau dire ce qu'on veut, on aime se moquer des pays arabes, etc. Mais chez nous, le traitement de la personne féminine au quotidien est loin d'être glorieux. Alors, on dit que c'est du racisme contre Obono et Taubira. Non, c'est pas que du racisme, parce que si c'était du racisme, on aurait aussi vu des hommes dépeints comme ça, tu vois. Donc, après, malheureusement, quand on arrive dans des sphères plus intimes, eh ben, je veux dire, Oui, et puis- l'officiel n'aide pas C'est clair, à gérer. Et ce puis, genre de problème. effectivement, on parle de violence, et il le disait très justement, à partir du moment où il y a une emprise qui est déséquilibrée d'un des compagnons sur l'autre. Et donc, effectivement, là, on est clairement sur de l'emprise, et c'est de la violence, finalement, c'est de la violence conjugale. Si on Oui, ramenait bien sûr. ces faits-là au sein d'un couple, on serait dans un cas de violence conjugale. Mais, Jennifer, comment expliquer du coup, parce qu'il y a énormément de vidéos qui circulent, moi j'ai eu accès à plusieurs vidéos par exemple de femmes issues de la communauté africaine ou autres et qui s'élèvent en fait contre toutes ces mesures qui sont mises en place. Moi je vous dis très honnêtement, encore hier j'ai reçu une vidéo d'une femme qui disait non mais voilà, si ton mari te bat c'est parce que tu l'as mérité et que ton travail, il faut pas nier quand même qu'on a quand même dans certaines cultures Culture. Bien cette sûr. image de la femme qui est à l'opposé de ce que l'on est en train de dire aujourd'hui, mais qui est décidée, qui est revendiquée, qui est fièrement affichée. Est-ce que ces vidéos qui circulent justement, et ces personnes qui l'assument, ne viennent pas décrédibiliser, entre guillemets, le combat que l'on mène aujourd'hui? Parce qu'il faut le dire, ça arrive encore aujourd'hui. Très rapidement, moi j'ai eu l'occasion de partir en Côte d'Ivoire lors d'une tournée, et j'ai rencontré certaines femmes, et d'autres femmes qui m'ont clairement dit non, mais en fait non, la place de la femme c'est celle-là, et on le revendique. Il est hors de question pour nous que l'on voit un homme arriver à la maison, prendre un balai ou faire la cuisine ou faire Mais un ça truc. Il n'en est pas existe question, même chez et elle nous. le voit vraiment comme une sérieuse offense. Là, ça existe. Oui, mais là- Comment réagir par rapport à tout cela?
Oui, mais là, pour moi, on n'est pas. Voilà, ça s'appelle un deuxième vent. C'est ça. Non, parce qu'on n'est pas forcément effectif. Enfin, on peut avoir cette vision du couple sans tomber forcément dans la violence. Dire que mon mari, je supporte pas qu'il prenne le balai, qu'il fasse la cuisine, etc. Ça veut pas forcément dire que j'aime les coups de balai. Voilà. Donc c'est quand même qu'ils prennent le balai pour balayer, c'est une chose, qu'ils prennent le balai pour autre chose, ça le fait pas. Bon, après, c'est le respect, juste un petit peu de légèreté dans ce moment un petit peu compliqué. Eh mec, ça devient difficile de draguer alors du coup maintenant. Alors j'allais dire quelque chose. Oh non. Il y a vraiment l'écart. Tous aux abris. C'est le moment de zapper. Non, je veux simplement dire que je veux peut-être un peu aller à contresens, mais voilà. Mais parfois, j'ai le sentiment qu'il y a des femmes qui jouent aussi la victimisation. C'est-à-dire que par rapport à ça, donc l'actualité. Parce que si elle nous regarde. Voilà. Et une bombe là. Et le moins. Je décline toute responsabilité concernant la portée de leur propos. Et voilà, on met notre cap donc violence, etc. donc faite aux femmes. Et là aussi, il faut faire attention. En même temps. Donc, parfois, et surtout chez nos politiques, c'est très facile. Dès que voilà, on est femme politique, ah ouais, mais c'est parce que bon, je suis une femme, etc. Écoute, lorsque vous venez aux élections, vous venez en tant que femme, donc vous avez été élue, etc. J'ai pas tellement entendu ça chez par exemple Chevry qui était une femme, etc. Donc il a toujours. Oh là là. Oui. Mais les filles, politiquement parlant, peut-être, on va dire comme ça. Voilà, mais je veux dire qu'il faut effectivement donc bien doser. Il faut être vigilant. Ah oui. Parce que parfois ça peut être utilisé. Mais juste quand même pour dire, il y a quand même plus de femmes qui vivent ce genre de choses que des femmes qui jouent. Ah non, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Absolument. De toutes les manières, on va passer dans quelques secondes à peine quelques statistiques. J'aurais bien voulu que vous jetiez un petit coup d'œil sur ces stats. Mais une question, est-ce que les dispositifs mis en place aujourd'hui, selon vous, portent leurs fruits ? Parce qu'il faut le dire, parallèlement, on a une très bonne médiatisation de ce phénomène de société. Beaucoup d'associations mettent en place des opérations qui sont très concrètes, et occupent les médias pour pouvoir en parler. L'accessibilité à l'information, tout le monde sait que ça fonctionne. Est-ce que selon vous, ça porte ses fruits ou il y a encore énormément de boulot à faire ? Il y a du boulot, de toute façon, on voit les graphiques, c'est pas tellement décroissant, il n'y a pas tellement d'évolution significative, donc je pense qu'on est qu'au début du travail qu'il faut mener, mais il faut le faire. Ça devrait s'améliorer. Tout en sachant qu'il y a, alors sur un autre graphique, on va voir tout à l'heure, voilà, celui-ci, le nombre de décès dans les couples. Alors c'est assez effarant parce que en 2007, on avait vraiment un pic, vraiment en termes de violence. En 2007, 208 décès. Et puis on a vu que petit à petit, les choses ont régressé. Et surtout en 2018, on a eu un chiffre vraiment significativement à la baisse. Et puis aujourd'hui, les choses repartent. C'est quoi ? C'est un effet de mode ou c'est le confinement. C'est aléatoire. Parce que là, on parle de décès, pas du nombre de violences. Donc les décès, et puis rappelez-vous également le contexte 2007-2008. Économiquement, c'était la crise. 2018, bon, je ne sais pas si c'est un lien, il y avait la Coupe du Monde. Je sais pas. Mais c'est vrai que là, on est encore une fois dans le traitement des cas qui malheureusement existent. Le but est qu'il n'y ait plus de cas. Alors c'est pas ça, c'est notre politique. Là effectivement on est dans le fait de régler. Mais c'est vrai que la féminisation de beaucoup de domaines aide aussi. Les femmes sont moins invisibles. C'est ça. De moins en moins, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire, l'égalité des salaires, etc. Il y a beaucoup de choses. C'est un peu comme les minorités. Quand ton oncologue ou ton gynécologue est un noir, par exemple, eh bien peut-être que ça peut aider à aider à faire confiance peut-être à quelqu'un qui va sauver ta vie, par exemple, quoique ce n'est pas toujours le cas. Mais en tous les cas, voilà, ce sont des choses qui peut-être chaque petit moyen mis bout à bout peut aider à guérir ce mal-là. Mais bon, les Européens accusent beaucoup les Africains ou les Arabes, les Moyen-Orientaux, etc., de leur tard. Mais bon, il faut se rappeler qu'en 1789, on a voté, ils ont essayé de créer un nouveau système qu'on appelait la République. On y est arrivé même pas 100 ans après,
1870, ça commençait à peine avec les républiques, et puis dans les années 60, la femme n'avait toujours pas l'égalité face à l'homme. Alors, excusez-moi, ça prend 200 ans. C'est ça. Bon, Alors, très rapidement, j'ai envie de vous montrer une petite carte. Oui, bienvenue. Une petite carte que je vais demander à Cédric de bien vouloir afficher le temps que Barbara nous rejoigne. Alors, Barbara, Bonjour. tu arrives, j'espère pas avec des gants de boxe, parce que Jennifer a déjà oui, laissé le tableau. Voilà, cette carte de la France, alors, j'ai une interprétation un peu particulière. Elle est difficile à regarder. Mais moi, j'ai une autre lecture, c'est tous les petits points blancs que vous voyez, ce sont quand même des endroits où on recense 0 fait de violence faite aux femmes. Alors, je pense que ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, pas de cas recensés. Et je sais pas, moi j'ai envie plutôt de lire cette carte avec une lueur d'espoir. C'est pas ce qu'il y a de dominant sur la carte de la France, mais j'ai envie de me dire, quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, ben voilà, il y a encore de l'espoir, tout n'est pas perdu par rapport à ces violences. Est-ce que vous avez de l'espoir, vous ? J'ai beaucoup d'espoir. La Guadeloupe, je vois en rose, qui se rapproche du blanc. Ouais. Exact. Donc voilà. Beaucoup d'espoir. Alors après, ce sont des faits recensés, Oui, mais il y a beaucoup de c'est faits ça. qui ne sont absolument. pas faits. On est d'accord. Et puis, je pense que pour faire baisser ces faits-là, il faut aussi que nous tous, on soit acteurs de ça. Et quand on est témoin, il est difficile parfois d'oser dire quelque chose. C'est-à-dire que si c'est son voisin qu'on a l'habitude de croiser tous les jours avec sa femme, qu'on les invite à manger de temps en temps et qu'un jour, on entend que ce même voisin, qui est notre ami, a levé la main sur sa femme, combien sur 100 personnes vont prendre le téléphone pour appeler et dénoncer Il faut se poser ces ces faits-là? questions. Et je pense qu'il y en a très très Si on peu. entend des cris, bon, on ne sait pas exactement quel. Alors, voilà. Il fallait qu'il y en ait un. On peut en C'est être à ce impressionnant. point-là de se dire non, mais ça doit être ça. mais- Ça doit pas C'est une être- forme de que ça peut être violence aussi. distingué, ça ne peut pas être ça ne peut autre pas. chose. Non, Recommandé. madame, on Voilà. crié quand même. N'est-ce pas? Les amis, permettez-moi de marquer une petite pause simplement pour saluer la présence de Barbara qui nous a rejoint. Bonjour Barbara. Comment ça va bien? Très bien. T'arrives avec le sourire, ça nous fait C'est du ça. bien. T'as vu, ici c'est bonne ambiance. On parle d'un sujet difficile, mais on essaie quand même de l'aborder avec pas trop de ton dramatique, même si on est passé pas très loin avec l'intro de Jennifer, mais ça nous plaît. Décidément, j'aurais mieux fait de me taire avec mes gants. Ah non, mais au contraire, on kiffe. C'est simplement qu'on est encore en vie, on est content, c'est tout. Allez, t'inquiète, non. On sait très bien. Esprit du Sénat, beaucoup d'humour, ça va? Oui, ça va bien. Alors, on parle d'un sujet qui est un peu difficile que tu as eu à traiter il n'y a pas très très longtemps. D'ailleurs, j'attends. Cédric, est-ce que tu as les images du film? On pourrait peut-être regarder tout juste un extrait d'un des films qui a été réalisé et on en reparle tout juste après. Ok, d'accord. Oui, Madame la directrice, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de clôturer le dossier concernant Monsieur Félix. Oui, je sais que je suis hors délai concernant ce dossier. Je suis vraiment désolée, mais j'ai de gros problèmes personnels. Prends-moi pour un con. Oui, je vous écoute, Madame la directrice. Si, attends, salope. Tu vas voir. Tu me connais mal. Putain, vas-y. T'es où, là? Vas-y, rappelle-moi. Je sais pas ce que tu fais, m'arrête de me prendre pour un con. Rappelle-moi tout de suite avant que je te fracasse. Franchement, rappelle-moi. Je prends des notes sur le dossier, oui. Oui, ça va prendre une bonne heure avant qu'on puisse régler ce problème par téléphone.
Pression assis haut tout le temps. Vieux mots, menaces, chantage, dénigrement. C'est violence psychologique, c'est en délit. Ou paie pas tes plaintes. Faut nous sortir en silence là, face à violence. Progressivement sur les antennes. Alors je ne pourrais pas parler à la place de Dimitri puisque c'est lui qui a réalisé ce court-métrage, ce qui s'intègre dans une collection réalisée pour la préfecture dans le cadre d'une campagne qui vise à sensibiliser tous les publics autour de cette thématique. Je trouve que celle-ci, comme je le disais tout à l'heure en off, c'est la plus angoissante. On voit, hein, il ne lui donne pas de coups, mais on ressent cette pression, cette charge émotionnelle que doit ressentir cette femme au quotidien. Et la violence, en fait, faite aux femmes, c'est aussi ça. C'est d'aussi dire que ce sont les insultes, c'est cette pression psychologique qui est exercée sur un individu. Et c'est ce qu'on a voulu traduire justement dans les différents, dans l'émission précédente qui a été diffusée sur le service public, pour montrer que les violences domestiques, ce ne sont pas que des coups, en fait. Absolument, absolument. Il faut le rappeler, pas que les coups, mais les violences psychologiques, c'est, en plus, c'est surtout ce à quoi on est de plus en plus confronté, malheureusement, et c'est compliqué. J'avoue que le film, il est un peu angoissant. Alors, j'en ai vu deux autres qui ont leur lot de douleur, j'ai envie de le dire ainsi. Mais en tout cas, bravo pour le travail que vous faites, parce qu'on se pose la question, est-ce que tout ce qui est mis en place, ça porte ses fruits aujourd'hui ? Question, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps et on est très content d'avoir avec nous aussi Barbara, et pour tout le monde. On parle de violence conjugale, on ne parle pas des enfants. Les enfants sont très souvent les premiers témoins de ces violences. Ce sont des victimes silencieuses, des victimes parfois indirectes. Alors oui, certes, les enfants ont des dommages collatéraux dans certains cas, mais très souvent, quand il y a ces conflits entre maman et papa, les premiers exposés sont les enfants. On n'en parle pas souvent. Est-ce que vous pensez que dans les actions qui sont mises en place aujourd'hui, on pense suffisamment à la portée que tout cela peut avoir auprès des enfants ? Non, surtout qu'ils peuvent parfois, comme il disait tout à l'heure, devenir de futurs bourreaux. En voyant ça, ils rentrent dans une normalité de modèle familial et derrière, ils ne savent pas que ce n'est pas normal. Ils peuvent reproduire ça dans leur futur couple. Donc, moi, non, je pense que de façon générale, en règle générale, les enfants sont pas souvent et pas suffisamment écoutés, que ce soit dans des jugements de garde d'enfants, de divorce, de violence. En règle générale, la parole de l'enfant est pas suffisamment écoutée. D'ailleurs, dans beaucoup de témoignages, on a vu quand on interroge certains, ils disent pourquoi toi aujourd'hui tu es aussi violent ? Ils répondent parce que moi j'ai grandi dans cet univers, j'ai toujours vu papa faire ou j'ai toujours vu un tel faire. Oui, parce qu'on minimise tout simplement l'impact que peut avoir des paroles ou des mots dans la conscience d'un enfant en se disant qu'au finalement ça reste peut-être enfoui en lui et qu'il va développer ensuite des tares en tant qu'adulte dans sa construction. Mais que j'interviens comme ça en dernier, j'arrive à la fin de l'émission. Pour moi, il y a un point qui est quand même vraiment essentiel pour régler ce problème-là, qui est de le prendre à la racine, c'est de guérir l'auteur des violences conjugales. Et je trouve que ça, c'est une thématique que l'on aborde très peu, alors que le véritable problème, c'est celui-ci, puisqu'en fait, celui qui est auteur de violence, même si on arrive à sauver la femme qui est victime, finalement, cet homme va reproduire ce schéma. Il va rencontrer quelqu'un d'autre. Et je trouve qu'on ne s'occupe pas... j'ai presque envie de dire que je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de dispositifs mis en place pour aider les auteurs d'agressions envers les femmes. J'aime bien tes propos parce que tu parles bien et c'est intéressant qu'on fasse la différence entre les deux et aider les auteurs et pas forcément punir simplement les auteurs. La punition, c'est tout à fait normal, mais la punition n'est pas forcément, la punition n'est pas toujours une solution. Là, on parle vraiment d'assistance, d'aide des auteurs pour pouvoir changer de comportement et évoluer dans la mentalité. Dans le pays Guadeloupe, qu'est-ce que l'on peut faire ? Parlons de solution. Qu'est-ce que vous pensez, très humblement ? Alors, j'ai envie de dire, on parlait des enfants, il faut aussi que, à l'instar donc de la drogue ou d'autres fléaux, donc qu'on puisse, dès l'école primaire,
donc porter la communication au niveau des enfants, parce que j'ai l'impression que là aussi il y a donc un souci de communication pour que, et peut-être ces enfants-là aussi donc ils vont être des donneurs d'alerte, etc. Mais aussi donc bien imprégner ça, donc les filles, les garçons, etc. pour qu'on puisse déformater donc peut-être ceux et celles qui vivent ça au quotidien. Alors je ne te cache pas que sincèrement, j'ai essayé de mener la réflexion à titre personnel parce que c'est un sujet qui pour moi est très sensible, surtout les enfants. Je bosse avec les enfants au quotidien et témoin de beaucoup de déséquilibres parfois. Mais je me dis, mais c'est hyper compliqué pour les gamins aujourd'hui de grandir parce qu'ils sont tellement chargés d'informations. Il faut qu'on parle de sexisme, il faut qu'on parle de violence conjugale, il faut qu'on parle de laïcité, il faut qu'on parle d'exister tout simplement. Les enfants, ils ont de plus en plus de mal à s'épanouir parce qu'on est malheureusement obligé de les gaver d'informations tout genre et pas toujours les bonnes. Mais ça part d'un bon sentiment. Oui, mais en même temps, ils sont ouverts aux réseaux sociaux et tout, et donc ils ont des informations qui polluent leur... Les parents ont, pour moi, oublié parfois que le fait que c'est d'abord eux qui éduquent les enfants. Mais c'est vrai que les parents, en tant qu'adultes, sont habitués à ce qu'on leur donne à manger. On leur explique quoi manger, où acheter, quand, comment gérer leur argent. Il faut demander limite au banquier l'autorisation d'utiliser son propre argent. Donc on force une forme d'assistanat chez le parent, et lui quand il éduque, il est content quelque part, c'est normal pour lui de laisser l'enfant un peu se débrouiller. Ah oui, mais grâce à la télé, vous savez, grâce à la tablette, il apprend à parler anglais, il apprend... non, excusez-moi, il faut reprendre la main sur beaucoup de choses, et plus on va vers une forme de modernisation, plus il faudra retourner vers vraiment une forme de l'artisanat même de l'éducation. Et reprendre en main ces trucs-là. On manque d'outils aussi adaptés pour les enfants, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de spots de ce genre qui sont compréhensibles par des adultes. Et puis pour les enfants, on manque d'outils pour leur expliquer les choses avec les bons mots. Et je parle en connaissance de cause, puisque ça date maintenant d'1 an. Il y a un gendarme qui est venu vers moi pour me demander est-ce qu'il est possible de réaliser un spot contre les violences intrafamiliales, mais pour les enfants qu'il diffuserait lors de ces différents passages en classe, en lien avec le rectorat, etc., en classe avec les enfants, puisqu'aujourd'hui, il dispose d'un spot qui est général, qui n'est pas pour les enfants et qui est belge. Donc quand on arrive dans une classe de petits Guadeloupéens et qu'on montre un spot belge avec des adultes et qui nous ne ressemble pas du tout, on ne comprend pas et on n'arrive pas à faire le parallèle avec ce qu'on vit ici. Donc, et ce gendarme n'avait pas les fonds pour produire ce spot, et c'est dramatique. Donc c'est compliqué. Moi je pense qu'on peut peut-être mettre... Vas-y. Non, mais je tiens juste à préciser quand même qu'il y a un travail qui est fait par des associations en Guadeloupe, notamment auprès des jeunes enfants, l'association d'Annabella Crane, qui fait des ateliers avec des vidéos. Alors peut-être que toute la Guadeloupe n'est pas inondée par ces ateliers-là, mais ça existe, il y a un travail quand même sur le terrain. Il y a des gens qui s'investissent. Il faut démocratiser. Il faut démocratiser. Absolument, et saluer le travail. Il faut saluer leur travail. Voilà, il y a un travail qui est fait. Absolument. Et qui porte des fruits aussi. En tout cas, qui portera des fruits, ce sont des semences, ça c'est sûr. Mais pour revenir aussi à ce que tu disais par rapport à l'aide à la parentalité, c'est vrai que le parent est habitué à ce qu'on lui mâche un petit peu le travail, mais en même temps, comment faire si tu es un adulte qui n'est pas construit en tant qu'individu? Qu'est-ce qu'il peut transmettre à un enfant? Oui, donc c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est une vraie problématique. Qu'est-ce que tu vas transmettre à un enfant si toi-même, tu n'as pas toutes les armes, tous les outils en tant que... Et d'ailleurs, c'est que pour revenir un peu rapidement au tout premier sujet dont on a parlé, ça, c'est une chose aussi qu'on a oublié d'évoquer lors de la communication autour de tout ce qui est Covid-19, etc. La plupart des gens qui étaient malades, on parle de comorbidité, de maladies périphériques, etc. Mais oui, mais elles sont dues aussi à la consommation, elles sont dues à notre mode de vie en fait. Donc cette façon de communiquer et un peu de masquer un peu les choses, ça permet également de cacher et de ne pas trop exposer des habitudes de vie, de comportement et de consommation capitaliste, etc. Le trop sucré, le trop ceci, cela, etc. Et qui rend malade au bout. Donc le Covid, il a révélé ça aussi.
J'espère complotiste. En tout cas, on peut saluer les bonnes initiatives qui sont prises, hein, parce que je rappelle que, alors j'ai pas le nom en tête, mais il y a une structure qui propose maintenant dans les établissements scolaires à la place des boissons sucrées, des barquettes de fruits. Et ça, c'est un petit détail, mais qui change énormément de choses. Je trouve que c'est hyper positif et qu'on devrait encourager ce genre de comportement. On aurait voulu prendre au moins 2 heures pour échanger autour de ce sujet qui est important, mais je pense qu'on devra encore en parler. On pourra encore en parler, chers amis. On arrive au bout de cette émission et comme je vous l'ai dit, là on n'a plus le temps et c'est d'ailleurs fait exprès. Vous aurez quelques questions rapides, oui, non, peut-être, pour, contre. Ah, tu nous laisses le peut-être. Moi c'est bon comme ça. Peut-être. Allez, je vous laisse le peut-être. Allez, je vous laisse le peut-être. Pour terminer cette émission, alors le vaccin contre la Covid-19 arrive dans votre pharmacie demain. Vous vous faites vacciner, oui ou non? Non. Non. C'est sûr. Oui. Peut-être. Très bien. La loi sécurité globale, article 24, pour ou contre? Je rappelle que c'est cette loi qui interdit la diffusion d'images de policiers à des fins... Contre. Voilà, c'est sûr. Ça peut marcher ça. Ça va être autour. Mais je crois que la vidéo de l'Outsider, justement, c'est le scandale qui va mettre fin à cette loi. J'espère. En tous les cas. Je l'espère vraiment. Là, ça me semble compliqué de revenir là-dessus. Je l'espère vraiment. Mortenol de Julien Siloré, sélectionné au César 2021 dans la catégorie court-métrage. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, fier, pas fier, vous en dites quoi? Allez, lâchez-vous. Bonne nouvelle. Oui, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Très fier. Fier aussi. C'est un très beau film. Moi, il y en a d'autres des très beaux et on espère que ça va entrouvrir la porte pour après foutre un grand coup de pied dedans et commencer à montrer qu'on est capable de faire de belles choses. Exactement. Pardon, vraiment. j'ai pas Elle n'a pas respecté non, mais attends. Tant mieux parce qu'elle m'a évité de le faire parce que là j'allais repartir, j'allais dire je respecte pas la règle moi-même. Dissolution de l'Assemblée Générale de la CMA par le préfet. On l'a cherché. On en dit quoi? On l'a cherché. Oui, non, peut-être. Déjà fait. Ouais. C'est dommage. Moi, je dis. Dommage. Oui. On l'a cherché, dommage. J'ai pas dit on l'a Rien cherché, à dire. dommage. J'ai dit c'est dommage. Oui. Non, attends, je veux dire que Jean-Philippe a dit on l'a cherché, tu as dit dommage. Barbara a dit que choisit le droit. Voilà. Que choisit le droit. Barbara dit peut-être. D'accord. Le Centre des Arts, un projet en soins intensifs mais une mort programmée. Vous réagissez comment? Oh là. Ok, super. Il devrait avoir une enquête dessus parce que je trouve que c'est inadmissible. D'accord. Mais j'espère qu'il va réouvrir parce que... On en a besoin. 2015, Non, évidemment, oui, c'est inadmissible. Ouais, triste. Triste. Bon, il faut que les collectivités puissent réagir face à ça financièrement. Dernière question. Rachat de Corsair par des investisseurs domiens. Bien, pas bien? Bien, on verra. Bien, on verra. J'aime bien ta réponse. Bien, on verra. Oui, j'espère que c'est une bonne affaire. Ok. Bien. Moi. Mieux que disparition totale de la C'est campagne. sûr. Barbara? C'est une bonne nouvelle et puis c'est un bon indicateur, c'est qu'il y a des gens qui se portent bien, l'économie peut se porter bien aussi en Guadeloupe. Très très bien. Les amis, allez, le temps qui nous est imparti, y arriver. On arrive au bout. Merci d'avoir été avec nous dans le club du Sénat de Guadeloupe. On espère que vous avez passé un excellent moment avec nous. Sachez que chez nous, c'est la joie et la bonne humeur. Surtout, restez fidèles au programme de Canal 10. On a hâte de vous retrouver très très bientôt. Surtout, n'oubliez pas, il est important de prendre soin de vous-même. À très vite.